Pour être rejetées dans le milieu naturel en limitant la pollution, les eaux usées doivent être épurées grâce à des dispositifs qui permettent d'éliminer le maximum de matières nuisibles pour l'environnement et pour la santé humaine. Mais que contiennent exactement les eaux usées? Je vous propose d'aller retrouver un scientifique spécialiste du sujet pour répondre à cette question. Bonjour Pascal. Bonjour Elisabeth. Alors Pascal, toi tu es enseignant-chercheur en écologie à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et tu as beaucoup travaillé notamment sur les déchets en fait issus des traitements des eaux usées. Alors moi j'aimerais savoir en amont de ce traitement ce qu'on retrouve dans les eaux usées. Eh bien ça tombe bien, on est juste au niveau d'un collecteur qui va réunir l'ensemble des eaux usées d'un quartier de Nouméa. Donc les eaux issues des foyers, les eaux ménagères, c'est-à-dire les eaux de l'usage du commun des mortels, auxquelles va s'ajouter, et tu regardes bien sur les côtés là, les eaux de ruissellement des routes, toutes les eaux qui sont liées à l'activité municipale, les écoles, les centres de recherche, on a l'IRD, la CPS derrière. Ça peut être aussi les pompiers, les commerçants des alentours. Alors Pascal, moi j'aimerais savoir ce qu'on trouve comme matière et comme substance dans les eaux usées là, qui coulent sous nos pieds. Alors si on parle d'abord des eaux grises, les eaux d'utilisation maximale, pour se laver, on va retrouver des débris de peau, des squamations de la peau, on va retrouver des cheveux, du savon, on va trouver des tensions actifs, éventuellement des fongicides en quantité infinitésimale, bien sûr, des pesticides en reliquat qui se retrouveront forcément dans les eaux aux finalités. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ces eaux usées? Alors, on trouve les eaux de vanne, ce sont les eaux qui sont issues de l'excrétion. Donc, c'est-à-dire des toilettes. Des toilettes, voilà. Donc, en gros, il faut savoir qu'un être humain va excréter à peu près 200 grammes de matière fécale par jour, ce qui représente 75% d'eau supplémentaire. Donc, le reste, c'est 25% de matière sèche. Donc, qu'est-ce qu'on met en matière sèche? Ce sont des fibres qu'on n'a pas pu digérer. Mais pas que. On va retrouver des débris cellulaires de notre intestin parce qu'ils se renouvellent très régulièrement. On va retrouver du mucus intestinal qui se retrouve dedans, donc de la matière organique que l'on fabrique. On va retrouver notre flore et notre faune intestinale aussi à l'intérieur. Et évidemment, dans la faune et la flore, on peut trouver très bien des organismes pathogènes, donc en gros... s'ils étaient relargués dans la nature, ça pourrait avoir des dommages. Mais voilà, des donc bactéries, on va retrouver, des virus, voilà. etc. Exactement. Bon, ça c'est la partie fécale, mais dans les eaux de vanne aussi, il y a la partie urine. Et dans les urines, on a une production moyenne de 1,5 litre, 1,8 litres par personne. Par jour. Par jour. Si on a des maladies, évidemment, on va produire plus ou moins. Et dedans, il y a déjà beaucoup d'eau. Le reste avec des sels minéraux, du calcium, du potassium, de l'azote, du phosphore qui est relargué dedans. Et alors justement Pascal, tu viens de dire les personnes qui ont des maladies. Donc c'est aussi des personnes qui prennent des traitements médicamenteux dont on va retrouver les molécules dans les excréments. Exactement. Donc les résidus de médicaments ou le médicament lui-même, s'il n'a pas été éliminé, se retrouvent dans les eaux usées. Donc on va retrouver, si on parle d'une maladie quelconque, les thérapeutants, dont la liste est énorme, donc il faudrait lire le Vidal pour pouvoir faire cette liste. On va retrouver des antalgiques, des antipyrétiques. Je
Je vais donner la molécule, le paracétamol notamment. Ouais. On va retrouver pour des maladies autres des antidépresseurs. Et on va retrouver des oestrogènes, puisque c'est une consommation assez importante. Qui est issue de la pilule contraceptive féminine. Oui, mais on peut trouver aussi, pour régler certains troubles érectiles, on les retrouve. Si on parlait de la jante masculine aussi. Alors, si on ne traitait pas les eaux usées, quel impact aurait-elle sur l'environnement ? Il y aurait un impact énorme. Si on s'intéresse qu'à la partie matière organique, etc. Donc ça relevait, jeté dans la nature, on va dire c'est quelque chose de naturel, ça risque rien. Sauf que ça va apporter une grosse production d'algues. On connaît tous les désastres en métropole avec les marées vertes. Donc je crois qu'on l'a eu sur la côte ouest au niveau de Bourail avec les fameuses algues vertes sur la plage. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être délétère. Ça peut être bénéfique à un certain niveau, mais quand on en balance de trop, évidemment, ça va être gênant pour la population, son activité économique, et même sanitairement, puisqu'on est susceptible de produire de l'hydrogène sulfuré qui peut être toxique. Et si on va sur la santé humaine, on parlait tout à l'heure des bactéries pathogènes. Si les traitements de l'eau n'étaient pas là et qu'on déversait tout dans la nature, ça pourrait avoir un effet, puisque l'eau, elle ne sert pas qu'à être consommée, elle sert aussi à certaines activités. On appelle ça l'usage récréatif de l'eau. Dedans, il y a l'eau de baignade. Si vous allez vous baigner et qu'on déversait tout cela, les bactéries ou les virus pathogènes, je parle du choléra, je parle de la polio, qui a été réglée un petit peu grâce à ça, l'hépatite A, il y a beaucoup de maladies, il suffit de boire une tasse, et ça y est, on est contaminé. Et il y a certaines bactéries ou virus où le temps de développement de la maladie est très court. Voilà. Oui, d'accord, très bien. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Et c'est justement un sujet sur lequel travaille un chercheur de l'Institut Pasteur à partir des eaux usées. Et donc, j'ai prévu d'aller le retrouver dans une station d'épuration pour qu'il me parle de ses travaux de recherche. Merci Pascal. Merci. Bonjour Alexandre, bonjour Arnaud. Bonjour Elisabeth. On t'attendait pour aller faire le prélèvement. Ah écoute, je suis prête, allez. Casque et chasuble. Voilà, on est dans le poste de relèvement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un poste de relèvement, Arnaud ? C'est l'endroit dans lequel arrivent toutes les eaux des différents quartiers. Et on va faire un échantillonnage dans notre préleveur automatique. Alors, on va prendre l'échantillon. Ok, on va aller faire notre échantillonnage dehors. Ok. Donc toi, Alexandre, tu vas étudier les bactéries qui sont à l'intérieur de cette eau usée. C'est ça. On récupère donc un échantillon de ce B24. Donc c'est un prélèvement qui a été fait sur 24 heures pour avoir donc un échantillon représentatif de ce qui circule en population, donc au niveau des bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc là, on ferme le flacon et je vais te demander si tu peux l'identifier. Ok, donc step Ansvata. Et la date d'aujourd'hui. Et donc là, on va partir avec cet échantillon au laboratoire. Je te suis, merci Arnaud. Ok, merci Arnaud. Bonne balade. On a ici notre prélèvement d'eau de ce matin. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ? Alors là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va on appelle mettre en culture. C'est-à-dire, on va faire pousser sur des milieux de culture les bactéries présentes dans notre échantillon d'eau. D'accord. Notre échantillon de ce matin. Donc sur ces boîtes de pétri, on a des milieux de culture. Ce milieu de culture, c'est cette petite gélose qui apparaît
Et à l'intérieur, il va y avoir tout ce dont ont besoin les bactéries pour pousser, De la nourriture. de la nourriture. Ok. La différence entre ces deux géloses-là, c'est que celle-ci, on va avoir l'ensemble des bactéries qui vont pousser dessus, alors que sur celle-ci, on va avoir uniquement les bactéries résistantes aux antibiotiques. Pourquoi? Parce que vous allez mettre des petites pastilles antibiotiques à l'intérieur? Pour ce milieu-là, il y a déjà à l'intérieur un antibiotique. Ok. Et donc, par définition, celles qui vont être capables de pousser dessus, c'est celles qui sont résistantes à cet antibiotique. D'accord. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment le sujet d'inquiétude planétaire, la résistance aux antibiotiques. Donc, ces recherches-là sur les bactéries qu'on a ici dans nos eaux usées, elles sont fondamentales pour protéger la santé humaine. Exactement, puisque nous, au travers des eaux usées, on va venir compléter donc l'état des lieux un petit peu de la résistance aux antibiotiques qu'on peut avoir donc au niveau clinique, alors qu'avec l'analyse des eaux usées, on va avoir quelque chose de plus exhaustif, puisqu'il faut savoir que ces bactéries-là, donc elles sont sécrétées au niveau des fesses, et donc c'est pour ça qu'on peut aussi les retrouver dans les eaux usées. Je vais venir récupérer donc une certaine quantité d'eau usée, donc avec cette pipette. Et cette quantité d'eau usée-là, je vais la déposer sur la gélose. Et ensuite, à l'aide de ce qu'on appelle un petit râteau ici, je vais venir l'étaler sur l'ensemble de la gélose, pour en avoir bien partout. Alors, combien de temps il va falloir attendre avant de voir le développement bactérien? Alors, tout dépend des bactéries auxquelles on s'intéresse. Donc, nous, on s'intéresse aux entérobactéries. Donc, c'est des bactéries qui sont naturellement présentes dans notre flore intestinale. Et donc, ces entérobactéries, on les laisse pousser sur la nuit, donc entre 18h et 24h. Si tu veux, on va pouvoir regarder donc, des résultats qu'on a obtenus donc, sur des échantillons qu'on a préparés la veille. C'est cela? C'est cela. Alors ça, c'est des résultats qu'on a donc obtenus aujourd'hui, donc sur un prélèvement effectué la veille. Donc on a laissé pousser les bactéries sur les géloses. Et donc comme je te disais tout à l'heure, ici on a deux géloses, donc une sans antibiotiques et une avec antibiotiques. Donc ce qui a poussé, donc ici par définition, c'est uniquement les bactéries qui sont résistantes à l'antibiotique qui se trouvent à l'intérieur de ce milieu de culture. Ces milieux-là aussi, pour nous, ce serait très intéressant puisque les colonies, qui sont tous ces petits points qui apparaissent ici, elles apparaissent d'une certaine couleur en fonction du type de bactérie. Donc en bleu, ici, ça va être des Escherichia coli. Ah oui, on la connaît On bien. la connaît celle-ci. bien, cette bactérie. Oui. Et ici, c'est un Escherichia coli aussi, mais qui apparaît d'une couleur différente, ici en rouge. Mais du coup, typiquement, celle-ci, c'est des Escherichia coli qui sont résistants aux antibiotiques. Et à quoi ça nous sert, ces données? Nous, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler donc, sur ces bactéries-là, qui sont résistantes aux antibiotiques, et on va essayer de comprendre et d'essayer de caractériser comment elles sont devenues résistantes, à quel antibiotique aussi elles sont résistantes. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va tester d'autres antibiotiques. Ah oui, alors là, toutes les petites pastilles qu'il y a au milieu de cette boîte, ce sont des antibiotiques différents. Exactement. C'est ça. Avant de les déposer, on a tartiné notre gélose de bactéries. Et ensuite, on est venu les déposer donc, ces antibiotiques pour essayer de regarder quel antibiotique fonctionne encore sur notre bactérie qui est résistante. Donc, est-ce que, Elisabeth, tu peux me dire, pour toi, donc ces deux bactéries différentes, laquelle est plus résistante que l'autre? C'est clairement celle-ci. Là, on voit qu'autour des pastilles d'antibiotiques, il n'y a quasiment plus de bactéries. Donc, l'antibiotique a joué son rôle. Alors qu'ici, il y a juste une toute petite partie où il n'y en a pas, mais au-delà, les bactéries ont proliféré, donc l'antibiotique n'est pas très efficace sur elles. Exactement. Et encore plus, par exemple, pour celui-ci, où là, on n'a carrément pas d'halo, Ouais. et donc la bactérie qui s'est complètement développée autour de cet antibiotique. D'accord. L'accroissement de la population, l'urbanisation et les nouveaux modes de consommation engendrent pour les communes un double défi, celui de la santé publique et de la préservation de l'environnement. Aussi est-il nécessaire d'aller vers des techniques de traitement des eaux usées de plus en plus performantes, comme c'est le cas ici à la station d'épuration de la baie de Sainte-Marie, qui utilise une nouvelle technologie que je vous propose d'aller découvrir. Bonjour Frédéric. Bonjour Elisabeth, bienvenue sur la station baie Sainte-Marie. Écoute, merci. Alors ici, on est sur une station d'épuration qui utilise une technique de traitement des eaux usées innovante. De quoi s'agit-il? Effectivement, donc c'est une volonté qui a été voulue par la ville de Nouméa. Et cette station d'épuration utilise une technologie qui s'appelle l'ultrafiltration membranaire et qui permet donc d'avoir une qualité d'eau en sortie
qualifiée eau de baignade. L'avantage aussi de cette technologie, c'est qu'elle permet d'éviter d'avoir de gros ouvrages de clarification et un traitement tertiaire en sortie de ces ouvrages de clarification. Juste l'ultrafiltration membranaire, ces modules membranaires permettent de remplacer tous ces ouvrages. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a un gain de place, il y a une compacité importante liée à l'absence du génie civil et il y a en sortie en plus une qualité d'eau de baignade extraordinaire. Ouais, c'est un système qui est plus performant. C'est un système qui est beaucoup plus performant et qui permet du coup d'avoir des concentrations bien inférieures à la valeur seuil généralement demandée pour les eaux de baignade. D'accord. Ces stations d'épuration donc, nécessitent dans les maintenances des lavages de régénération, ce qu'on appelle réguliers, qu'on fait à peu près 2 fois par an. Et aujourd'hui, justement, on est en train de sortir les membranes et je t'invite à venir les voir. Ah oui, ce sont ces grands ouvrages qu'on est en train de sortir du toit de la station. Exactement, exactement. Donc je t'invite à venir les voir, comme ça on pourra voir de plus près à quoi ça ressemble. Je te suis. Donc c'est ça, les fameuses membranes. Voilà, donc comme tu peux voir, Elisabeth, là on vient de sortir la cassette, donc, qui est équipée de 48 modules, cette cassette-là. Donc il y a 2 cassettes par box et on a 4 box différentes. Donc ce qui fait 4 fois 96 modules de filtration sur cette station d'épuration, ce qui représente environ 30 000 équivalents habitants en termes de capacité de traitement. Okay. Ce qui est intéressant aussi dans ces stations, en tout cas dans cette technologie, c'est qu'on peut en faire des stations évolutives. C'est-à-dire quand, par exemple, on connaît un bassin versant, la population, et on sait que la population elle va évoluer, on construit une station d'épuration pour une population donnée et on fait évoluer la station en ajoutant des modules membranaires qui vont augmenter sa capacité de filtration et de traitement en fonction de l'évolution de la population. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et là, Frédéric, ce qu'on voit sur les membranes, c'est des déchets organiques. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on retrouve finalement dans le bassin d'aération ou dans les autres bassins. Donc c'est un mélange de bois activé, donc de matières organiques, de bactéries et puis de déchets aussi autres, qui vont d'ailleurs, qu'on va pouvoir voir là sur ces membranes-là. Donc on peut avoir des restes de filasse, etc. Et donc on voit bien qu'en effet, les membranes elles jouent leur rôle de filtration, c'est-à-dire qu'elles ont un seuil de coupure tellement bas que l'ensemble de la boue reste à l'extérieur. Il faut savoir que chaque membrane est comme une espèce de spaghetti, ou une paille, c'est creux, et donc on aspire à travers chaque paille. Et donc la boue reste à l'extérieur et l'eau passe à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'elles filtrent exactement, ces membranes? Jusqu'à quelle taille de particules ça peut filtrer? L'avantage, encore une fois, de cette technologie, c'est qu'on a un seuil de coupure qui est tellement bas, qui est aux alentours de 0,04 microns. Donc c'est vraiment très très faible. On est bien inférieur à la plus petite bactérie en termes de taille. C'est-à-dire que quand on analyse le rejet, on est toujours inférieur à la limite de détection du laboratoire. Oui, donc ces membranes, en fait, ce sont de véritables barrages antibactériens. En tout cas pour les Escherichia coli, les entérocoques, qui sont les bactéries qui sont contrôlées en sortie des stations d'épuration. En sachant que généralement, la valeur seuil de la qualité d'eau de baignade, c'est 2000, et nous, on est inférieur à 15. Donc on est quand même très très loin de la valeur seuil. C'est vraiment très efficace. Oui. On peut la voir, cette eau qui est à la sortie de la station? On va aller la voir au niveau du canal de rejet. Comme ça, on pourra comparer entre l'eau brute et l'eau traitée suite à la filtration. Donc, tu vois, Elisabeth, la différence entre l'eau brute en entrée de station et l'eau en sortie après filtration. Donc on a vraiment une différence importante déjà visuelle sur l'efficacité de cette technologie d'ultrafiltration membranaire. On a absence de matière en suspension et aussi une absence de bactéries, comme je le précisais un peu plus tôt. On voit que l'eau est très propre, elle est claire et le système est efficace. C'est efficace, tout à fait. Très bien, écoute, merci beaucoup pour la démonstration, Frédéric. Avec plaisir.
Il existe plusieurs procédés d'assainissement adaptés aux zones urbaines et aux zones rurales. Certains de ces procédés reposent sur des solutions dites naturelles, comme c'est le cas ici, à La Foix, où Hubert Géraud, notre expert du WWF, va nous parler du lagunage. Suivez-moi. Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Qu'est-ce que tu es en train d'observer avec tes jumelles? Les oiseaux de ce plan d'eau, qui sont très nombreux, des canards à sourcils, des sarcelles, même des grèbes australasiens. Alors, ce plan d'eau, c'est avant tout un bassin de lagunage. Donc, c'est la technique d'assainissement qui a été choisie par la commune de La Foix pour épurer les eaux usées des habitants du village. Pour quelles raisons? Pour deux, d'abord, une commune rurale n'a pas les budgets d'une commune urbaine. Donc ça coûte très cher les systèmes de STEP à haute technologie. Et puis à l'inverse, une commune rurale, elle a un avantage, elle a du foncier. Oui. Et donc de l'espace pour opter pour ce genre de système. Alors, sur cette surface, qui se trouve donc à la sortie du village de La Foix vers le nord, on a 3 bassins d'eau. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, cette technique de lagunage? C'est basé sur un principe d'utilisation des processus naturels. Or d'abord, tu as quand même un dégrilleur, décanteur, dégraisseur pour garder les grosses matières solides. Et ensuite, l'eau arrive chargée de nutriments et de matières organiques dans le premier plan d'eau. Et là, on va être dans un système d'auto-épuration. Ce sont des bassins qui ne sont pas profonds, à peu près 1 mètre, 1 mètre 20. Donc la lumière rentre dedans. Dans les eaux superficielles, tu vas avoir du plancton, du phytoplancton, des algues microscopiques qui prennent la lumière du soleil et qui vont se nourrir des nutriments qui arrivent de nos eaux usées. Elles vont en échange produire de l'oxygène. Et l'oxygène va être alors utilisé par des bactéries aérobies qui aiment l'oxygène pour oxyder la matière organique, en plus des nutriments. D'accord. Cette matière organique oxydée va décanter au fond du bassin. Là, il y a moins de lumière, mais il y a d'autres bactéries, des bactéries anaérobies, qui vont continuer à consommer la matière organique. L'eau va passer dans le 2e bassin, puis dans le 3e. À chaque fois, le processus se répète. Et en plus, tu rajoutes le soleil avec ses ultraviolets qui vont en zone superficielle continuer aussi participer à assainir l'eau. D'accord. Derrière ce 3e bassin, tu as une tuyauterie qui amène les eaux à 1 km, donc assainies, rejetées dans la rivière de La Foix. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour dimensionner ces bassins de lagunage par rapport à la population d'un village? En milieu tempéré, les calculs donnent 10 à 11 mètres carrés par équivalent habitant. Ok. Sauf que l'avantage qu'on a, c'est qu'on est sous les tropiques, donc davantage de chaleur. Or, je t'ai parlé de processus naturels qui sont favorisés par la température. Donc ici, on peut avoir des surfaces par équivalent habitant qui sont moindres. Ici, on a 3 bassins donc de lagunage. Sur quelle superficie et pour combien d'habitants? Là, on a à peu près 1 hectare tout cumulé. On a 5000 mètres carrés ici et 2 fois 2200 derrière. Et là, on traite actuellement 1700 équivalents habitants et sa capacité maximale, c'est 2000. D'accord. Et n'oublions pas que l'efficacité de traitement collectif de nos eaux ne dépend pas seulement de l'efficacité du dispositif en lui-même, mais aussi du taux de raccordement des administrés à ce système d'assainissement. Et c'est d'ailleurs un chantier très important parce que même dans une ville comme Nouméa, toutes les habitations ne sont pas raccordées au réseau de collecte des eaux usées. Non, alors ça s'est bien amélioré, on revient de loin. Depuis une dizaine d'années, il y a une amélioration donc, des systèmes d'épuration et aussi du raccordement. On voit tous ces travaux dans la ville pour augmenter ce taux de raccordement. Aujourd'hui, 50% des adresses de Nouméa sont raccordées à une STEP. D'accord, 50%. Ouais. C'est pas fabuleux, mais c'est mieux qu'il y a 20 ans et c'est à encourager. Et là, je te propose, Elisabeth, qu'on se rende au dernier bassin, là où les eaux ont été le plus épurées, et pour te faire voir ce qui ressort en fait du dispositif. Ok, allons-y. C'est ça, là, le phytoplancton, tout ce vert qu'on voit? Tu vois, là, ces micro-algues
Et bon, là, c'est le vent qui concentre un petit peu sur cette partie-là. Mais c'est le processus qui continue et tu vois la transparence de l'eau apparaître. Eh oui, Il y a encore, c'est très visible. Ouais. bien sûr, des nutriments, mais beaucoup moins que dans les précédents bassins. En amont du traitement des eaux usées, il est important de faire attention à ce qu'on rejette dans nos canalisations. Notre évier n'est pas une poubelle et l'épuration n'est pas une baguette magique, Hubert. Oui, on a un chantier amont très important, celui de réduire d'une part la quantité d'eau consommée, parce que c'est autant d'eau usée de moins à traiter, et aussi de réduire la nocivité de cette eau en évitant de la souiller avec des molécules qu'on sait très mal récupérer, comme les parabènes, les microplastiques, etc. Oui, effectivement, Pascal Pagan nous en a fait une petite liste. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'exemple des oestrogènes issus de la pilule contraceptive féminine qui féminise les poissons. Oui, et là se rajoutent maintenant, par effet cocktail, d'autres molécules qu'on ne savait pas agir sur ce problème, à savoir des perturbateurs endocriniens qui sont issus de notre alimentation, de notre dentifrice, de nos cosmétiques, qui passent les stations d'épuration et finissent dans les rivières, et qui sont des anti-androgènes. C'est-à-dire qu'ils bloquent les hormones mâles. Exactement. Donc ça veut dire que des deux bouts, on appuie la féminisation des poissons de nos rivières. Une étude britannique a montré sur 50 cours d'eau en sortie de station d'épuration qu'un poisson mâle sur 5 était devenu transgenre avec des caractères sexuels Et féminins. alors, jusqu'à présent, on n'a parlé que des eaux usées ménagères, c'est-à-dire issues des foyers, mais il existe d'autres sources d'eau usée, Hubert. Oui, alors il y a celles qui ne sont pas collectées par les systèmes d'assainissement, d'une part, et puis il y a toutes les eaux que l'on répand pour d'autres activités, en urbanisation, pour traiter les bords de route, par exemple, et on est dans une zone agricole, eh bien, les engrais, les pesticides, qui sont déversés dans les champs d'agriculture conventionnelle. Et donc il y a un vrai enjeu à réfléchir à changer les pratiques et à utiliser des molécules qui ne soient pas aussi nocives pour nos environnements naturels. Tout ça nous montre que nos modes de vie et notre consommation actuelle ont vraiment un impact très important sur l'environnement. Ce n'est pas une fatalité. On peut libérer nos cerveaux et inventer pour réduire nos consommations d'eau, réduire la nocivité de nos eaux usées, améliorer la collecte et enfin améliorer le traitement. Et ces déchets, ces eaux usées, peuvent représenter également une ressource. Il y a un jeune Français qui a monté sa start-up en faisant quoi? En collectant nos urines dans les stations-service, les établissements scolaires ou stades sportifs, et en transformant cette urine en engrais, qu'il vend aujourd'hui en France et dans 5 pays européens. 1 litre d'urine, c'est 30 litres d'eau potable économisée. Et c'est la production d'un engrais qui est 165 fois moins polluant que les engrais conventionnels issus de la pétrochimie. Oui, donc avec cette méthode, en fait, on réduit la consommation d'eau, on réduit la pollution et on fait tourner l'économie. Exactement. Pour conclure, Hubert, rappelons qu'un environnement de vie sain dépend nécessairement d'un dispositif d'assainissement des eaux usées, qui est un gage à la fois de bonne santé pour notre environnement, mais également de sécurité sanitaire pour les êtres humains. Rappelons également que l'humanité s'est toujours développée aux abords des cours d'eau, puisque l'eau est le pilier de notre existence, et que donc il nous faut davantage la considérer et la respecter pour nous respecter nous-mêmes. Tout à fait. Merci Hubert. Merci Elisabeth.